C'est l'heure du journal de l'Afrique sur France 24. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une. 16 cas de Covid-19 au Bénin, 2 guérisons. Le président refuse le confinement. Des mesures ont été prises insuffisantes aux yeux de certains. Nous serons à Cotonou. Pandémie de Covid-19 qui rime avec pandémie d'infox. Les gouvernements doivent enrayer la propagation du virus et réfuter les fausses informations. Focus sur le Nigeria dans ce journal. Et puis nous irons à la rencontre des porteurs de pancartes, ces Sénégalais qui ont dit non à De Gaulle en 1958. Le Sénégal fête les 60 ans de son indépendance. Sa décision fait exception en Afrique subsaharienne. Le président béninois Patrice Talon a décidé de ne pas confiner son pays. Motif, il n'en a pas les moyens. Reportage France 24 signé Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé. Dans la plus grande ville du Bénin, il n'y a ni confinement, ni couvre-feu. Pour faire barrage au coronavirus, le Grand Cotonou a été isolé du reste du pays, comme 9 autres villes du Sud. L'exécutif béninois estime qu'il n'a pas les moyens de mettre le pays à l'arrêt. Les pays riches débloquent des sommes faramineuses. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pas de ces moyens. Et si nous ne tenons pas compte de tout cela, nous pourrions, dans notre action, déclencher un chaos. Depuis le début de la semaine, les écoles, les universités, les bars ont été fermés, les rassemblements et les bus interdits, à l'exception des motos et voitures taxis. À Cotonou, des dizaines de milliers de personnes vivent de ce petit boulot au jour le jour. Mais sur les 2 roues, difficile de respecter la distance de protection. Si l'État a dit de rester à la maison, nous serons contents. Si les moyens qu'il va nous donner seraient suffisants. Comme les conducteurs de mototaxis, 50 à 65% des Béninois vivent de l'économie informelle. Cette vendeuse a conscience du risque qu'elle prend en venant travailler dans ce marché surpeuplé. Ce père de famille n'a pas voulu attendre les mesures des autorités pour retirer ses enfants de l'école. Il les a même envoyés depuis une dizaine de jours à l'extérieur de la ville. Tout le monde s'en fout de ces règles, les règles d'hygiène qu'ils ont dit. Avant qu'il ne soit trop tard, des artistes se mobilisent pour exhorter les habitants à respecter les recommandations basiques. Beaucoup de nos populations estiment que le coronavirus ne les concerne pas. Ils se disent c'est une maladie de blanc, c'est une maladie d'ailleurs. Ils ont l'impression que tout ce qu'on voit à la télé ne peut pas se passer ici. Et c'est ça qui nous inquiète. Pour limiter l'onde de choc du Covid-19, le Bénin mise tout sur la prévention, le Togo et le Nigeria voisin sur le couvre-feu et le confinement. Il avait été annoncé puis reporté. Il n'aura finalement pas lieu. Le confinement total de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Seul son cœur administratif et commercial à Gombe sera mis en quarantaine dès lundi pour 14 jours. La commune est considérée comme le foyer de l'épidémie. Le pays compte 134 contaminations, 13 décès et 3 guérisons. Et sachez qu'au moins un cas a été enregistré à Beni, dans le nord-est. Beni, déjà ravagé par Ebola, dont la fin de l'épidémie doit être proclamée officiellement le 12 avril. Le Covid-19 n'épargne pas les soldats français en opérations extérieures. 4 militaires de la force Barkhane déployés au Sahel ont été testés positifs. L'un est soigné sur place, les 3 autres ont été rapatriés. Ce sont les premiers officiers hors de France à être touchés officiellement par le Covid-19. Avec 287 décès pour 7000 cas, le continent africain est jusqu'ici relativement épargné. Et pour éviter le pire, l'Afrique a besoin d'un plan Marshall de la part de la communauté internationale. C'est l'avis de Mahamadou Issoufou. Le président du Niger promet également 1 milliard d'euros d'aide. Il répondait aux questions de Marc Perelman dans un entretien exclusif France 24. C'est une crise sanitaire qui vient s'ajouter à la crise sécuritaire que nous connaissons déjà et qui nous consomme, vous venez de le dire, près de 17% des ressources budgétaires. Nous avons fait donc un plan de riposte face à cette crise sanitaire et le coût du plan de riposte qu'on a mis en place et celui que vous venez d'indiquer, ça fait à peu près 1 milliard d'euros pour faire face aux conséquences notamment sociales et économiques de cette pandémie. Et le Niger qui compte 98 cas de Covid-19 et 5 décès.
Pas encore de confinement au Burundi. 3 cas ont été enregistrés. Pour limiter la propagation du virus, les autorités martèlent les gestes barrières. Mais dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde, l'eau est une denrée rare. Se laver les mains est donc souvent un luxe. Réaction recueillie à Bujumbura. Vraiment, on a peur du coronavirus. On nous exige de se laver régulièrement les mains alors que nous pouvons passer une journée sans avoir l'eau. Parmi les mesures préventives, on nous recommande de nous laver régulièrement les mains. Mais ils oublient qu'il existe un problème de manque d'eau. Dans beaucoup de quartiers, il n'y en a pas, ou bien l'eau arrive à minuit. L'État doit prendre des mesures pour que tous ces quartiers aient de l'eau pour pouvoir se laver comme on veut. Alors certains gouvernements ne doivent pas combattre uniquement l'épidémie, non, ils doivent s'attaquer également aux informations fausses et trompeuses qui circulent le plus souvent sur Internet. C'est l'autre pandémie à laquelle a décidé de s'attaquer par exemple le Nigeria. Laurent Berstécher. C'est une mise en garde qui a fait le tour des réseaux sociaux au Nigeria. Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les autorités s'apprêteraient à pulvériser des produits chimiques par avion à travers Lagos. Une information partagée des milliers de fois sur le web, mais qui est pourtant complètement fausse. A lot of people believed it and it was a big problem for me. I had to start telling people around me that, look, don't believe this message. It is not real. Au Nigeria, où nombre d'habitants n'ont pas les moyens de pleinement se protéger contre le coronavirus, les faux remèdes et conseils maison se multiplient sur les réseaux sociaux depuis le début de l'épidémie. Certains affirment à tort qu'un verre d'eau chaude et de citron suffirait à tuer le virus, d'autres que les Africains y seraient tout simplement immunisés. Pour lutter contre ces rumeurs souvent dangereuses, certaines plateformes comme Facebook, Twitter et YouTube ont interdit aux utilisateurs de publier des informations nuisibles sur le Covid-19. It is unfortunate that some people use our platform for negative activities, but we are working very hard. We have always made a commitment not to accept that sort of content on our platform. Des restrictions qui restent difficiles à appliquer face aux millions de messages et de rumeurs qui continuent de se propager de plateforme en plateforme. Dans l'actualité africaine également, 5 proches de Soumaïla Cissé ont été libérés. Le chef de l'opposition malienne, lui, est toujours aux mains de ses ravisseurs. Il va bien, assure sa formation. Tous ont été enlevés le 25 mars dernier en pleine campagne pour les législatives. Un scrutin lors duquel le leader de l'URD a été élu au premier tour. À Bamako, Erwan Chiex pour France 24. Une nouvelle lueur d'espoir dans l'affaire de l'enlèvement de Soumaïla Cissé. Son parti, l'URD, en a fait l'annonce. 5 membres de sa délégation, 5 de ses compagnons d'infortune avec lesquels il se trouvait au moment des faits ont été libérés et sont en bonne santé. Il n'y aurait pas eu d'échange de prisonniers contre ces libérations. Le gouvernement a réagi, saluant, je cite, cet acte des ravisseurs qui augure d'une issue heureuse pour la libération très prochaine de Soumaïla Cissé. Désormais, les négociations se poursuivent menées par le parti URD et par le gouvernement également pour tenter de faire libérer le chef de file de l'opposition malienne. Il avait été enlevé il y a maintenant 10 jours par un présumé groupe djihadiste alors qu'il faisait campagne dans la région de Tombouctou, une région justement dans laquelle Soumaïla Cissé a été élu député dès le premier tour des élections législatives de dimanche dernier dans son fief de Niafunké. Des élections dans un contexte de crise sécuritaire et de crise sanitaire évidemment marqué par un faible taux de participation, 35,73% pour l'ensemble du territoire. À Bamako, la mobilisation ayant été bien plus inférieure qu'à l'intérieur du pays. Le deuxième enseignement de ces résultats provisoires, c'est l'élection de 17 députés au premier tour sur les 147 sièges que compte le Parlement. 8 de ces 17 sièges ont été remportés par le RPM, le parti au pouvoir, dont la moitié dans la région de Kidal, région tenue par les ex-rebelles. Retour en République démocratique du Congo où Mike Mukebayi est libre. L'opposant député de Lingwala a quitté la prison de Makala. Il était incarcéré depuis septembre pour diffamation présumée. En février, la Cour constitutionnelle avait jugé inconstitutionnelle la décision de le poursuivre. Elle avait été suivie par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Sans surprise, la nouvelle constitution guinéenne a été adoptée. Les résultats définitifs du référendum du 22 mars ont été annoncés par la Cour constitutionnelle.
89,76% de oui. Le texte était boycotté par l'opposition. Elle y voit un stratagème du président Alpha Condé pour briguer un troisième mandat consécutif. Son parti a d'ailleurs largement remporté les législatives qui avaient lieu le même jour. Un scrutin entaché de violence. Au moins 12 personnes ont été tuées à Conakry. L'ONG Amnesty International accuse les forces de sécurité. Des groupes de jeunes auraient été soudoyés. Le gouvernement guinéen, lui, veut des preuves. Les très nombreux témoignages que nous avons recueillis, corroborés par les informations recueillies auprès du personnel médical, corroborés par les images que nous avons pu faire analyser, authentifier, nous laissent penser qu'il n'y a absolument aucun doute sur le fait que des forces de sécurité ont effectivement eu recours à une force excessive, ont effectivement tiré à balles réelles sur des manifestants et des passants. Mais aussi l'intervention en complicité avec les forces de sécurité de certains groupes de jeunes qui ont participé à des violences, parfois ayant donné la mort à des manifestants. Comme vous le savez, cela relève de la compétence du ministère de la Justice. Donc Amnesty International n'a qu'à porter ses preuves détenues à son niveau, au niveau du ministère de la Justice ou au niveau de mon ministère. Nous nous chargerons d'apporter ces preuves au niveau du ministère de la Justice, qui est l'autorité compétente pour dérouler des procès en Guinée. Ce samedi, le Sénégal fêtera les 60 ans de son indépendance. Célébration dans la sobriété, épidémie de Covid-19 oblige. Qu'importe, pour beaucoup, cet anniversaire est l'occasion de se souvenir. C'est le cas des porteurs de pancartes, des jeunes qui, au cri d'indépendance ou de Gaulle va-t'en, militaient contre la communauté franco-africaine voulue par le président français. Sarah Sako et Elie Mandao ont retrouvé les derniers d'entre eux. Reportage. Place Protet, actuelle place de l'Indépendance, 26 août 1958. Le général de Gaulle vient convaincre les populations d'adhérer à la communauté franco-africaine, sorte de confédération sous la houlette de la France et alternative à l'indépendance. Son discours est perturbé par des jeunes. Il s'adresse directement à eux. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Quelques décennies plus tard, la place a bien changé, mais les souvenirs de Hassan sont intacts. Il avait 21 ans à l'époque et une pancarte entre les mains. De la mairie en montant, on était une foule nombreuse. Hassan a milité contre la communauté franco-africaine voulue par De Gaulle. Un projet soumis à référendum auquel adhérera finalement le Sénégal en septembre 1958. Les porteurs de pancartes en sont persuadés. Ils ont joué un rôle dans l'accession à l'indépendance du pays. 2 ans après, l'indépendance est arrivée. Est-ce que si nous n'avions pas présenté publiquement devant De Gaulle cette revendication, on aurait obtenu cela? Donc vous êtes fiers? Absolument. Boulevard du Général de Gaulle. Ironie du sort, c'est ici qu'Hassane Diop retrouve régulièrement ses vieux amis, tous membres comme lui de l'association sénégalaise des porteurs de pancartes. Un moment privilégié pour ces octogénaires. Comme de vieux soldats, quand on se retrouve, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous échangeons nos vieux souvenirs. Du haut de ses 82 ans, Amadou est le Benjamin du groupe. Il y a d'autres batailles à faire. Le développement. Nous sommes très fiers de nous-mêmes, de ce que nous avons fait et de ce que nous allons passer à la jeunesse de notre avenir. Cette année, pour les 60 ans de l'indépendance, seule une cérémonie à huis clos se tiendra au palais présidentiel. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité africaine, c'est aussi sur Internet et nos réseaux sociaux. Merci à Célia, à l'édition, à la régie, Myriam, Lucie, Thibault, Alexandre et Guillaume. Le reste de l'info internationale, c'est dans quelques minutes. Restez avec nous sur France 24.